Cette vidéo nous a été transmise hier et j'avais invité la ministre à venir à nos travaux. Elle n'a pas pu, mais elle a considéré normal et important de nous les transférer. Je considérais important de vous passer cette vidéo. Et ça rappelle que nos travaux ont une vocation transpartisane. Je disais ça parce que quelqu'un évoquait les filles tout à l'heure. Ce n'est pas le cas. Voilà. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je regrette de ne pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message tant la propulsion vélique est bien plus qu'une simple innovation technique. C'est un enjeu stratégique et industriel majeur pour le transport maritime sur lequel la France est bien positionnée au niveau international. Le transport maritime, c'est près de 90% des échanges mondiaux. C'est un maillon vital de nos économies, mais c'est aussi un secteur responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face à l'urgence climatique, il n'a d'autre choix que de se transformer. C'est ce que prévoit l'accord historique de l'Organisation maritime internationale. Et cette transformation, c'est aussi une chance de renforcer notre industrie et de créer des emplois durables. La propulsion vélique illustre parfaitement cette dynamique. Loin d'être un retour en arrière, elle incarne au contraire une innovation d'avenir. Car grâce aux technologies modernes, l'énergie du vent réduit jusqu'à 30% les émissions de gaz à effet de serre des navires. Et cette solution est immédiatement opérationnelle. La France dispose en la matière d'atouts considérables. Nos start-up, nos PME et nos grands industriels ont déjà investi plus d'1 milliard d'euros dans les technologies véliques. C'est un véritable projet industriel national qui fédère des compétences dans la construction navale, les matériaux innovants, le numérique et la logistique. Avec ce secteur, c'est aussi une part importante de la valeur ajoutée qui peut être réalisée en France. Cette filière est donc un levier essentiel pour notre réindustrialisation navale. L'État est pleinement mobilisé pour accompagner cette filière. En 2024, nous avons franchi une étape décisive avec la signature du pacte vélique qui engage État, industriels et écosystème financier. Ce pacte nous fixe une ambition claire, faire du vent une solution de référence dans la décarbonation du transport maritime. Concrètement, cela signifie poursuivre les aides à la recherche et développement et à l'industrialisation, soutenir les armateurs qui choisissent de s'équiper par des dispositifs comme le suramortissement vert, intégrer la propulsion vélique dans les travaux réglementaires européens et internationaux et veiller à ce que la commande publique prenne en compte cette innovation chaque fois que cela est possible. Je me rappelle que le 10 janvier dernier, lors de ma visite au chantier Socarénam de Boulogne-sur-Mer, j'ai eu l'honneur de lancer officiellement la commande d'un patrouilleur des affaires maritimes, premier navire de ce type, équipé d'une propulsion vélique. Une première et un symbole. Car je le dis avec conviction, la propulsion vélique, ce n'est pas une option parmi d'autres. C'est une composante stratégique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 du transport maritime. Elle illustre parfaitement ce que la France sait faire de mieux, allier excellence technologique, responsabilité écologique et compétitivité économique. Alors, je souhaite plein succès et bon vent à vos travaux et je vous assure du soutien constant de l'État à vos côtés. Je vous remercie. Donc, dernière table ronde féminisée de cette journée. Alors j'avais préparé une introduction évidemment à cette table ronde et puis au fur et à mesure de la journée j'ai trouvé tellement de comparaisons avec une autre activité qui est la mienne que finalement j'ai fait une checklist de tous les comparaisons que l'on pourrait faire et évidemment des liens que l'on peut trouver dans deux évidemment mobilités extrêmement différentes mais pour autant extrêmement proches que celle de l'aérien et celui du maritime. Puisque parallèlement évidemment à mes fonctions à la Commission des finances, comme cela peut vous être dit, je suis de Toulouse et comme chacun sait, la mer n'y est pas encore arrivée, et heureusement, malgré le recul de trait de côte, mais il y a l'aéronautique. Et je suis particulièrement investie sur le sujet aéronautique dans le cadre du groupe d'études, présidence du groupe d'études aéronautique et espace. Et donc, dans le cadre de vos échanges et de ce que j'ai pu apprendre, parce que c'était vraiment extrêmement riche, à la fois dans les éléments techniques qui nous ont été apportés ce matin, mais également dans les solutions qui mériteraient d'être développées aujourd'hui sur la voie réglementaire particulièrement, mais également sur d'autres pistes qui ont été envisagées. Eh bien, j'ai trouvé sur ces sujets-là vraiment des questions identiques et potentiellement des réponses qui pourraient l'être dans le cadre d'une action, d'une puissance publique qui pourrait agir non pas en silo, non pas en couloir de nage, mais de façon globale sur
l'ensemble des secteurs de la mobilité en particulier. Alors les similitudes, je les ai listées, avec un secteur évidemment organisé à un niveau mondial, puisque OMI pour le secteur maritime et OACI pour le secteur aérien, qui est cette organisation de niveau mondial, qui est à la fois une limite, parce que chaque fois que je parle au secteur aérien pour leur dire qu'il faut décarboner, on me dit « Ah ben oui, mais si on décarbone au niveau national, on va être concurrencé par le niveau européen. Et si on décarbone au niveau européen et qu'on se fixe des règles trop strictes, on va être concurrencé par le niveau mondial et les compagnies asiatiques. » Et donc, c'est une limite à notre action nationale, mais pour autant, cette organisation internationale est une force de ces deux secteurs, du secteur maritime et du secteur aérien, pour autant que ces deux secteurs veuillent bien se doter, dans le cadre réglementaire qui a été fixé par les règles européennes de décarbonation 2050, enfin 2030, 2035, 2050. C'est une véritable force par rapport à d'autres secteurs qui sont beaucoup plus éclatés. Et je pense particulièrement au secteur automobile, là, qui est en très, très grande difficulté. C'est des similitudes également parce que ce sont des secteurs très concurrentiels et mondialisés, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Également des choses extrêmement importantes d'enjeux qui viennent d'être dits, de renouvellement de la flotte. Un bateau, c'est 25 ans, un avion, c'est 40 ans. Eh bien, les avions qu'on achète aujourd'hui, ce seront les avions qui devront être décarbonés zéro CO2 à 2050. Et vous voyez bien que là, il y a également un gap à conduire pour lequel la propulsion vélique peut être une solution, puisqu'il peut y avoir du rétrofit, mais il peut y en avoir également au niveau des avions. Les enjeux de rupture technologique, on les a largement vus aujourd'hui. L'avion électrique pour l'avion. Et puis, évidemment, les outils de la décarbonation. Et on tombe naturellement sur ce à quoi tous nos sujets aujourd'hui conduisent, et particulièrement en termes de mobilité, mais également en termes d'industrialisation ou de réindustrialisation de la France. C'est celui des enjeux énergétiques. Et surtout celui donc des conflits d'usage. Vous l'avez très bien dit, combien faudrait-il de centrales nucléaires, puisque c'est quand même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, braves gens, puisque avec les centrales nucléaires, nous arriverons à produire de l'énergie et qu'il y en aura de façon satisfaisante et suffisante pour l'ensemble des secteurs agricoles, maritimes, fluviales, automobiles, aériens et industriels, pour les industriels même. Ce qui est un leurre complet, pour ne serait-ce que vous donner un élément, pour l'industrie aéronautique, enfin pour l'aviation uniquement au niveau national, si on transformait tous les avions en avions électriques, ce qui est impossible techniquement pour l'instant, sauf les petits avions de distance régionale, il faudrait déjà 16 centrales nucléaires. Pour le transport maritime, j'ai entendu quelque chose comme 2000 au niveau mondial. Bon, vous voyez bien que bientôt, on va avoir chacun une centrale nucléaire à notre porte, et la soutenabilité de l'investissement invraisemblable. On a eu hier en commission des finances un excellent rapport de la Cour des comptes sur le mur financier de renouvellement de notre parc nucléaire, et puis insoutenable, y compris par rapport à des questions d'ordre physique. D'abord, se procurer l'uranium en quantité, pas chez nous, et donc pas de souveraineté sur cette question. Et puis enfin, le dernier point, les centrales nucléaires, non seulement il faut les construire, mais il faut aussi les refroidir, et la question de l'eau derrière, évidemment, qui se pose, avec également le sujet éternel de comment on gère les déchets. Et ça, on n'a pas de réponse. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, tous ces colloques que nous organisons nécessiteraient un colloque au-dessus, qui est celui de la question des conflits des usages et de la question aujourd'hui du pétrole à toutes les autres solutions. Et c'est pour cela que celui-ci de colloque est extrêmement intéressant, parce que c'est toutes les solutions que nous devons explorer et sur lesquelles nous devons travailler. La propulsion vélique est une des solutions. Elle n'est pas unique. Il y a celle aussi de la fabrication des carburants durables, dit SAF au niveau aérien. Et là encore, se repose la question, évidemment, de ce conflit d'usage. Donc, pour parler de tout cela, évidemment, on sait que cette transformation, évidemment, coûte cher. Et la rupture technologique de l'investissement intellectuel et de la réalisation, puis évidemment de la question énergétique, doit être accompagnée. Elle doit être accompagnée de deux façons: d'une feuille de route qui soit claire, qui soit ambitieuse, à un niveau européen évidemment pour des secteurs comme les vôtres, mesurée, mesurable, et puis surtout avec un engagement stable. Il n'y a rien de pire que, évidemment, des engagements financiers qui sont pris
pour financer telle ou telle technologie, et je pense en particulier sur la question de l'hydrogène, où beaucoup se sont engouffrés et qui ont été largement financés au détriment de tas d'autres mesures, et qui font que finalement, pour certains qui s'y sont engagés, eh bien, c'est un coût et un investissement qui ensuite sur lequel on revient, et je pense également aux aides sur lesquelles on a quelques échos des biocarburants pour lesquels il y aurait un retour en termes de fiscalité. Et puis, c'est évidemment le fait que cette législation doit être stable et les soutiens doivent être stables pour qu'il puisse en plus, après, y avoir des investissements privés ambitieux, également importants. On voit bien tout ce que cela nécessite là-dessus. Et donc, la question, évidemment, qui nous vient à l'esprit, c'est comment l'État peut-il encourager la propulsion vélique dans la marine marchande dans un tel contexte mondialisé. Et autour de la table, des personnes éminentes et d'une compétence rare. Alors je vous le dis parce que je les ai eus chacun pour préparer cette table ronde. Et du coup, moi j'ai appris des millions de choses. Donc nous avons à mes côtés Lise Détrimont, déléguée générale de Winship, qui est alors vous direz tout ce que vous voudrez dire. Donc ingénieur agronome titulaire d'un master en droit maritime, qui a travaillé pendant 20 ans en bureau d'études, puis dans une association de solidarité internationale avant de cofonder Winship en 2019. Nous avons Fanny Pointet, qui est responsable du transport maritime pour Transport et Environnement, qui a rejoint Transport et Environnement en 2022 en tant que responsable transport maritime au sein du bureau français, qui est juriste de formation. Évidemment, je vous compléterai si vous pensez que c'est utile. À mes côtés, Philippe Conneau, qui est ingénieur à l'ADEME. Alors lui, c'est le héros de la journée, parce qu'il a quand même été cité au moins 3 ou 4 fois ce matin. Donc on voit bien que, et à la fois l'agence pour laquelle il travaille, que d'aucuns voudraient supprimer, je vous le rappelle, dans le cadre d'une loi des horreurs qui s'appelle loi de simplification, mais on tient bon, ne vous en faites pas. Et donc qui est à l'ADEME depuis 2011 sur la thématique des transports maritimes et fluviaux, mais en particulier sur les problématiques de décarbonation et de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Et enfin, Alan Simoneau, qui est l'ancien officier de la marine marchande, qui a intégré l'administration de la mer en 2004 et qui a été affecté sur le littoral et en administration centrale dans différents postes de responsabilité dans la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution pour les navires. Voilà. Donc tous les quatre, chacun de sa place et chacun évidemment avec son regard sur cette question-là. Et je pourrais commencer plutôt, puisque j'ai parlé du niveau international, à poser la question à Lise Détrimont sur cet aspect-là, puis Alain Simoneau par rapport à la question de l'OMI, et puis Fanny Pointet, évidemment, des problématiques qui se posent au niveau européen. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait des propositions tout à l'heure sur comment peut-être par la réglementation déjà rentrer dans une plus grande sobriété sans avoir besoin de prendre des produits de fiscalité. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, Philippe Conneau sur quelle est l'action de l'État aujourd'hui. On en a eu un petit aperçu avec l'intervention de la ministre démissionnaire, mais bon, il faudra peut-être compléter. Et les perspectives d'évolution, et de façon ensuite, tous les quatre, à quoi vous pensez, soit en termes de réglementation et à quel niveau, soit en termes de produits de fiscalité et à quel niveau également, européen ou national. On va commencer avec vous, Lise Détrimont, si vous le voulez bien. Alors, voilà, je pense que ça marche. Avant tout, je voulais vous remercier Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur Tavel, qui doit être quelque part peut-être, d'avoir provoqué ce colloque. En plus, vous l'avez provisionné à une journée particulière, parce que c'est la journée mondiale de la mer aujourd'hui, et que le secrétaire général de l'OMI nous l'a dit, notre océan, notre responsabilité, notre chance. Je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Peut-être un tout petit point de précision sur ce que je représente, puisque je suis la déléguée générale de l'association Winship. Vous avez vu depuis ce matin un certain nombre d'acteurs qui représentent le transport maritime propulsé par l'énergie du vent. En fait, on a aujourd'hui une association qui a été créée depuis 6 ans avec plus de 70 membres qui sont les armateurs, les équipementiers, les bureaux d'ingénierie, de conception, architectes navals, chantiers. Et donc ce monde-là
n'est pas, on va dire, que des aventures individuelles, mais travaillent ensemble, en collectif, depuis déjà quelques temps. Et ça, c'est déjà une force, je pense, pour ce secteur vélique en France, et ce qui nous permet d'échanger déjà avec des niveaux européens et internationaux, et évidemment avec les autorités françaises depuis la création de l'association. Je pense qu'il y a quelques petits points aussi par rapport à tout ce qui a été dit juste avant. J'ai l'impression qu'on a aussi peut-être oublié de considérer un point qui est l'évolution des échanges mondiaux. Aujourd'hui, 40% des échanges qui ont lieu par la mer sont liés au transport de carburant ou d'énergie fossile. Et je pense que ça, c'est quand même amené à évoluer fortement, ce qui fait qu'il faut faire attention aussi à ne pas réfléchir à ISO, on va dire, volume ou ISO, voilà, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On a vraiment des évolutions aussi des flottes en elles-mêmes qui vont amener des modalités de transport différentes. Ceci étant précisé, un dernier point encore. On parle aujourd'hui effectivement de transport maritime, mais l'utilisation de l'énergie du vent, c'est possible aussi sur des navires de recherche. On a des navires Esprit de Velox sur l'Ifremer qui réfléchissent aujourd'hui à utiliser de l'énergie vélique. On a des navires de la Marine nationale, un patrouilleur qui va être équipé de systèmes véliques. Et puis les navires de pêche aussi. Donc il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas uniquement sur le transport maritime que ça peut avoir des impacts qui sont forts. Maintenant, pour parler des cadres internationaux, effectivement, on a d'ici 2 semaines une décision qui doit être prise à l'Organisation maritime internationale de lancer vraiment l'adoption d'un cadre net zéro à 2050. Ça a déjà été évoqué récemment, et c'est vraiment un cadre qui va impliquer une tarification internationale du carbone avec des systèmes de récompense pour les navires qui sont, on va dire, qui respectent ou qui sont même sur compliant, comment dire-t-on, en tout cas qui dépassent les attentes, plus vertueux, merci beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'États, évidemment, qui ne souhaitent pas que ce cadre entre en vigueur, puisque certains États ont évidemment des intérêts à maintenir une production, que ce soit dans le GNL, dans les carburants fossiles. Pour autant, l'OMI a déjà vécu des situations de tension de ce type-là. On a eu le passage du carburant dessoufré en 2020 avec là aussi des levées de boucliers pour ralentir, pour reporter, pour avoir des périodes transitoires. Donc je pense qu'il faut rester quand même très positif sur le fait que cette décarbonation est en marche depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans cette démarche. Elle ne va pas s'arrêter maintenant. Ce cadre-là de l'OMI international intègre le vélique de plus en plus. Aujourd'hui, le vélique est reconnu comme un équivalent carburant avec dans la guidelines, la référence qui va donner l'analyse de cycle de vie des carburants. Le vent est reconnu avec un 0 à la fin des émissions de gaz à effet de serre associées à cette source d'énergie. Donc c'est vraiment une source d'énergie qui est reconnue au niveau international. Et dans les indicateurs qui vont être utilisés dans ce cadre net zéro, on calcule une intensité carbone du navire dans lequel l'énergie apportée au navire par le vent est intégrée aussi dans la formule de calcul, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc au niveau international, on a plutôt une reconnaissance de l'intérêt du vélique, et c'est appuyé par des États qui sont porteurs comme la France. Et là-dessus, la France est extrêmement en appui de ce qui se passe au niveau international. Là où par contre on a un sujet un peu plus délicat, c'est au niveau européen. Au niveau européen, l'utiliser l'énergie du vent pour permettre aux navires d'être propulsés n'est reconnu que comme une mesure d'efficacité énergétique. Alors, nous, on se bat en disant ben oui, mais vous pouvez utiliser la lubrication, vous pouvez faire des formes de carène un peu différentes, vous ne ferez pas avancer votre navire. Quand vous utilisez l'énergie du vent, vous faites avancer votre navire. Donc, c'est une source d'énergie, ça doit être considéré avec des outils de soutien ou d'appui à l'équivalence d'une source d'énergie autre. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas gain de cause et on a vraiment un sujet au niveau européen, puisque ce sont les cadres européens qui ensuite s'appliquent en termes notamment d'aide d'État au niveau français. Donc aujourd'hui, on a au niveau français, par contre, des déclinaisons qui sont très intéressantes, mais on va peut-être y revenir après, je vais laisser la parole. Mais en tout cas, au niveau international, le cadre avance et on est plutôt confiant. Au niveau européen, on a encore des étapes à passer. Alors, Alain Simoneau, où en sommes-nous vraiment au niveau de l'OMI? Que fait l'État français pour peser dans ces négociations? Quels sont les acteurs mondiaux qui freinent ou qui entraînent avec des engagements forts en termes de décarbonation et évidemment à quelle échéance vous pensez que nous allons pouvoir efficacement disposer d'un accord qui serait
qui pourrait s'appliquer et à partir de quand? Merci beaucoup, madame. Ah oui, mon Dieu. Comme dans mon service, excusez-moi. Merci beaucoup, madame la députée. Je tiens tout d'abord à excuser le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui aurait dû être à cette place-là et qui représente la ministre au Grand Pavois aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi du monde de la voile au Grand Pavois en ce moment. Voilà, donc sur l'OMI, je remercie madame de Trimont d'avoir parlé du travail qui a été fait. Et on en a déjà parlé, monsieur Chalit d'Oceanouille en a parlé aussi tout à l'heure. Il faut vraiment se rendre compte que l'accord qu'il y a eu en avril 2025, il est historique. Moi, je vais souvent à l'OMI. C'était la première fois que je voyais un vote à l'OMI. Il y avait vraiment eu beaucoup de combats. En général, c'est au consensus. C'est au consensus que ça se passe. Quand ça se passe au vote, c'est que justement, il n'y a pas eu de consensus. Et le 11 avril dernier, donc, il y a eu un vote et il y a eu un outil donc, financier qui a été mis en place. Je pense qu'au niveau international, au niveau des instances comme l'OMI, c'est la première fois qu'un tel projet financier, parce qu'après, cette organisation va avoir de l'argent et va devoir le réutiliser dans le cadre de la décarbonation. Et pendant les négociations, la propulsion vélique, alors qu'il y a 100 navires sur les 100 000 dans le monde qui traversent les mers, eh bien la majorité des 175 pays qui étaient là ont accepté que la propulsion vélique était quelque chose qui pouvait compter dans les calculs de ce qu'on appelle le GFI, c'est l'intensité du fuel, de ce qu'il envoie en équivalent gaz à effet de serre. Et le fait que le vélique soit dedans, c'est dû à vous, mais c'est dû au travail de tout le monde pour faire comprendre à des pays qui n'utilisent pas du tout la voile que ce système-là est mature et qu'il existe. Moi, je ne suis pas persuadé que la même chose serait passée il y a 3 ou 4 ans, ça serait passé. Là, c'est passé. Alors, c'est passé parce qu'on donne beaucoup de visibilité, enfin au maximum, au vélique. Lors du dernier MEPC, qui est le comité de la protection de l'environnement de l'OMI, il y a eu une remise de maquettes. Alors, ça peut paraître un événement protocolaire, mais il y a eu une remise de maquettes par la France, par l'armateur Neoline, dont le premier navire, donc la maquette qui a été offerte, le premier navire est mis en service en ce moment, a été remise au secrétaire général de l'OMI en présence du ministre des Transports. Alors, ça peut faire protocolaire, mais ça veut dire qu'au niveau international, le VELIC, ça veut dire quelque chose. Et je pense que les actions de Winship, de l'État, de IWSA, International Winship Association, et de tous les pays qui utilisent du VELIC, ça a servi à ce niveau-là. Mais il y a eu un gros travail des négociateurs français. Voilà, ça c'est au niveau de l'OMI. Et en effet, dans 3 semaines, le vote doit être confirmé. Et c'est très important que ça soit confirmé. Disons que c'est plusieurs années de négociations qui tomberaient à l'eau quelque part si jamais ça ne passait pas. Voilà, sachant qu'en effet que certaines grandes puissances combattent cet accord. Ça, c'est pour l'OMI. Le niveau européen, Fanny Pointé. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité et plus globalement de laisser la parole aussi aux ONG qui représentent la société civile, donc qui nous représentent toutes et tous. Quelques mots sur transport et environnement, qui on est, parce qu'on n'est pas forcément très connu du grand public. On est une ONG qui a été créée à Bruxelles il y a une 30aine d'années et on travaille sur la décarbonation des transports, donc transport routier qui constitue plus de 70% des émissions du transport, mais aussi l'aérien et le maritime depuis un peu plus de 10 ans. Et nous, notre ADN, elle est vraiment européenne, parce que c'est là où sont prises la plupart des réglementations sur la décarbonation. Donc on fait vraiment du plaidoyer auprès des institutions européennes et puis aussi en France depuis quelques années. Et le fait qu'on travaille sur tous les modes de transport, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à signaler, parce qu'on a une vision assez transversale de ce qui peut se faire et ce qui peut se répliquer d'un secteur à l'autre et tisser des ponts entre, par exemple, l'aérien et le maritime, comme vous avez fait en introduction. J'ai plusieurs messages à dire. Le premier, je pense, et ça a été discuté sur la précédente table ronde, mais on pense que c'est important de bien considérer le VELIC, pas simplement comme un mode de propulsion, mais comme aussi une mesure d'efficacité énergétique, donc tout simplement un moyen de couper dans la dépense en carburant, ce qui permet aussi d'économiser de l'argent, in fine, aux armateurs. Et en ce moment, les discussions portent plus sur l'argent,
l'industrialisation que sur réellement le climat, enfin en tout cas à l'Europe. Donc ça c'est une première chose, même si effectivement c'est important de quand même inventer des transports 100% voile, parce que je suis persuadée, ça c'est plutôt en tant que citoyenne, qu'il faut inventer des nouveaux imaginaires. Si on veut y croire, il faut que ça existe. Mais nous on a une vision assez pragmatique, on va influencer sur les réglementations qui aujourd'hui s'appliquent aux très très gros navires. Pourquoi parler de l'Europe? Parce que si aujourd'hui on a une discussion et des négociations historiques qui se passent à l'OMI et qui vont venir sur un premier cadre international sur une taxe carbone, eh bien c'est parce que ça existe déjà au niveau européen. C'est parce que l'Europe a pris le risque, a été suffisamment ambitieuse pour adopter dans son pacte vert ces mêmes règles qui demain s'appliqueront à l'ensemble du transport. Donc dire qu'il faut une norme internationale, c'est très bien, mais on sait que ça prend beaucoup de temps. Et donc, pourquoi pas agir à sa propre échelle quand c'est possible. Et l'Europe, ça reste un très bon échelon pour le faire. Un petit ordre de grandeur, il y a à peu près 40% du trafic mondial qui arrive en Europe chaque année. Donc à elle seule, l'Europe peut légiférer sur plus d'un tiers de la flotte mondiale. Donc c'est quand même pas rien. Que dire d'autre aussi sur l'OMI? Effectivement, ça a permis de donner une visibilité au Vélic, ça va permettre de le valoriser, mais en fait, ça va surtout être un gros tremplin et un gros appel d'air pour les biocarburants. On a parlé juste avant des agrocarburants. En réalité, c'est toujours la solution la moins chère, la plus pratique, vers laquelle vont se tourner les armateurs. Et il va se passer dans le maritime exactement ce qui s'est passé dans le routier. On va avoir une très très forte demande en agrocarburants, ce qui implique aussi un changement d'utilisation des terres agricoles qui vont être transformées pour produire des matières premières qui vont être brûlées dans les soutes des navires au lieu d'être utilisées pour des denrées alimentaires, des terres qui vont être défrichées, donc ça va favoriser la déforestation pour ce faire, alors que ça aurait pu être des terres qui vont séquestrer du carbone, sans parler de l'impact biodiversité, l'utilisation des pesticides, etc. Des questions de souveraineté aussi, parce que c'est des carburants qui sont en majorité importés. C'est pour ça que vraiment, oui, on peut se réjouir de l'OMI, mais c'est pas sans effets indésirables qui vont venir avec. C'est pour ça, encore une fois, que c'est important, en tant qu'Européens, de voir ce qui peut être fait à notre propre échelle. Merci. Et donc, on va passer... on se resserre sur l'axe... Ah oui, bien sûr. Pardon, une toute petite réaction par rapport à l'Union européenne. On a une opportunité très intéressante en ce moment, puisqu'on a une stratégie maritime européenne industrielle qui est en construction. Et un plan d'investissement durable aussi dans les transports qui est en construction et un fonds de compétitivité qui sont en construction. Et c'est l'opportunité, en tout cas dans cette stratégie maritime industrielle, d'avoir non pas un grand chapitre sur les e-carburants uniquement, mais d'avoir ce chapitre-là et à côté un chapitre sur l'histoire du Vélic. Il y a une histoire qui se construit en France, mais on n'est pas les seuls, et on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres pays en Europe, que ce soit en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas, voilà, qui ont des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, et c'est aussi une histoire européenne qui est à construire, mais qui est à inscrire dès maintenant au niveau européen, et là-dessus, en tant qu'ONG présente à Bruxelles, ou en tant qu'État français, évidemment, il y a un rôle à avoir pour pousser à l'intégration du Vélic et de ces chapitres-là. Merci. Et donc, au niveau national, maintenant, sur que fait aujourd'hui, d'ores et déjà, l'État, et pas que vous, à l'ADEME. Et puis, évidemment, les perspectives d'évolution, les perspectives d'évolution par rapport à la question des investissements de puissance publique, les perspectives d'évolution également de fiscalité, et puis de comment ces perspectives d'évolution s'inscrivent dans un cadre plus large, et notamment par l'articulation avec... des accords de l'OMI ou les avancées au niveau européen. Merci Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais replacer un peu le sujet dans un contexte un peu plus global. En fait, on parle de transport maritime, mais on parle de transport. Et pour l'ADEME, c'est un sujet de préoccupation. On sait bien que le transport est responsable de 30% des émissions. Et ce transport-là, il faut essayer de le maîtriser avec une stratégie que l'ADEME a édictée il y a quelques années, qu'on essaie d'appliquer au quotidien, qui reposent sur 3 piliers et qui ont chacun un rôle d'importance décroissant. Et pour nous, le pilier le plus important, c'est bien de comprendre et agir sur la demande. On parle beaucoup d'échanges de marchandises à l'échelle mondiale. Le premier levier pour nous, c'est comprendre pourquoi on a besoin d'approvisionner tel et tel équipement,
pourquoi on a besoin de se déplacer et comment on pourrait faire pour avoir une approche sobriété un peu plus raisonnée sur nos besoins. Le deuxième pilier, bien, effectivement, on comprend qu'il y a des déplacements de personnes ou des approvisionnements qui sont incontournables, mais autant les faire sur des modes les plus vertueux sur le plan environnemental. Donc on parlait des modes massifiés, notamment maritimes tout à l'heure, alors avec peut-être aussi des effets rebonds, parce qu'on parle de gigantisme de porte-containers, mais le problème c'est qu'il y a très peu de hubs dans le monde capables de les accueillir, donc il y a un report modal sur la route. Et donc la préoccupation ADEME, c'est de bien avoir une vision globale de la chaîne logistique. On veut optimiser le maillon maritime, mais il n'est qu'une partie de la chaîne et pas forcément la plus impactante. Et ne favoriser que ce segment-là, c'est sûrement au détriment des autres segments. Le troisième pilier, eh bien, du coup, c'est améliorer l'existant. Donc, on le dit, il y a à peu près 80-100 000 navires. On peut améliorer l'efficacité, donc notamment à la baisse de la vitesse. On peut aussi mieux les remplir. On voit bien que les trafics maritimes sont déséquilibrés. On importe plus qu'on exporte. Et donc, ce maillon retour de la chaîne logistique, effectivement, elle génère aussi des émissions. Et donc, elle doit être repensée pour s'assurer qu'à minima, on déplace quand même un centre de biens sur le maillon retour. Alors, comment on peut agir pour répondre à ces stratégies? L'ADEME a trois façons d'intervenir. Tout d'abord, caractériser, faire connaître, vulgariser, avec un travail qui a été assez structurant avec l'association Winship, qu'on a eu le plaisir d'accompagner. Tout d'abord, en 2021, un premier document assez vulgarisateur qui s'appelait un livre blanc, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'incompréhension à tous les segments, que ce soit l'administration, que ce soit les armateurs, comprendre comment le vent pouvait répondre à leurs besoins en termes de décarbonation. Ce livre blanc a permis de mettre en lumière des leviers sur lesquels il fallait agir. Et un des premiers leviers, c'était de donner un degré de confiance sur les performances qui étaient annoncées par les équipementiers, qui sont souvent bien documentés, mais difficiles ensuite à relativiser par rapport à un usage, par rapport à un type de navire, on parlait de route maritime. Et donc un gain intrinsèque d'une solution vélique n'est pas forcément le gain final pour l'armateur. Donc c'est un premier travail qui a été un travail plutôt de benchmark auprès des utilisateurs en disant c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qu'il vous faudrait, entre guillemets, comme preuve pour vous rassurer. On est arrivé sur un troisième travail qui a été publié là cet été, c'est une mise à disposition de 3 outils assez simples pour permettre à des armateurs de faire des calculs de gains d'émissions avec un premier outil qui est vraiment une feuille de calcul assez simple avec des formules assez basiques mais qui donne déjà des indications assez significatives. Un travail un peu plus fin où on va rentrer plus de paramètres, notamment du routage, des conditions météorologiques. Ces 2 premiers travaux ont été supportés par le CRIN. Et avec le concours du DI, c'est un travail beaucoup plus fin où on arrive vraiment sur un travail de modélisation avec, des sorties capables d'alimenter du routage météorologique. En parallèle de ça, l'ADEME finance chaque année des thèses. Et en fait, on a financé il y a quelques années une thèse portée par l'École centrale Nantes, permettant de modéliser un navire à propulsion vélique avec un outil qui soit à disposition de l'ensemble de la communauté, donc faire partager effectivement auprès des bureaux d'études la capacité qu'ils ont à manipuler ce nouveau concept. On voit bien qu'il y avait une approche très carburant et très moteur thermique, et donc aussi leur mettre à disposition cet outil. La deuxième façon d'intervenir dans l'ADEME, c'est l'innovation financée donc à travers du guichet. Donc l'ADEME est un opérateur du programme des investissements d'avenir qui s'appelle maintenant France 2030. Donc l'ADEME a mis le pied dans le domaine du maritime depuis 2011 avec un certain nombre d'appels à projets. On appelait à l'époque ça des AMI, appels à manifestation d'intérêt, avec un certain succès puisque dernièrement, j'ai fait mes comptes, on a aidé le secteur du maritime au global, à la fois pour décarboner, améliorer la sécurité, dépolluer, avec un montant de l'ordre de 219 millions d'euros. Donc c'est très significatif. Et puis sur ces projets-là, il y a à peu près un quart des projets qui ont une dimension vélique. Donc soit des équipementiers, soit des projets de navires. Et ces navires-là, on vous les a présentés ce matin, donc je dirais ils sont presque tous passés par mes mains. Alors pas tous, parce qu'il n'y a pas que l'ADEME qui opère du financement de type PIA, il y a aussi BPI. Donc BPI au travers d'un guichet qui s'appelle IDEMO. Donc certains projets ont été financés dans ce cadre-là. Et une autre façon d'intervenir aussi pour financer la filière, c'est l'aider à investir dans des outils industriels
donc un dispositif qui s'appelle Première Usine, donc opéré par BPI France, avec aujourd'hui 2 usines qui sont en fonction et qui ont été aidées dans ce cadre-là, donc notamment à côté de Lorient, l'Anester, effectivement pour fabriquer des grands mâts en carbone, une autre usine à Saint-Nazaire pour fabriquer des ailes à profil asymétrique, et du coup à Cherbourg, donc via une levée de fonds pour fabriquer les ailes aéro. Voilà, donc du coup l'État agit donc à travers ses opérateurs, donc l'ADEME en fait partie, donc soutient l'innovation sous forme de subventions, d'avances remboursables. On a également une filiale qui s'appelle Indem Investissement qui prend des parts dans le capitaux des entreprises, et notamment Neoline. On est intervenu dans le capital avec cette filiale pour boucler le tour de table pour le premier Neoliner, et on sera très content de le voir baptisé à Nantes, il me semble, le 13 octobre. Dernière façon d'intervenir de l'ADEME, c'est diffuser, encourager la pratique, massifier. Donc là, on fait appel à du financement privé au travers des certificats d'économie d'énergie. Donc Guillaume Legrand, effectivement, en a parlé. Il a décrié un peu peut-être le fait que le maritime était un peu mis de côté du dispositif. Donc c'est pas faute d'avoir essayé auprès de la DGEC. Donc il reste quand même éligible pour des navigations nationales. Notamment, on pense au cabotage maritime. Et donc, ça permet à l'armateur de faire prendre en charge une partie de son coût d'investissement par un fournisseur d'énergie, qui soit l'énergie électrique ou gazeuse. Aujourd'hui, il y a quand même quelques projets qui en ont bénéficié. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une capacité, alors pour encore une fois des liaisons nationales, donc ça ne répond pas à l'ensemble des besoins, mais voilà, il y a aussi ce mode de financement qui est du financement privé, qui est en partie accessible. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on fait quelques travaux d'animation. On a aidé l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, à faire un petit court-métrage il y a quelques années pour, mettre en lumière en fait le retour de la marine à voile, mais avec cette connotation de recherche de performance dans une contrainte de fiabilité et de rentabilité côté, européen, mise en parallèle avec ce qui se passe notamment en Inde, où on retrouve des constructions de bateaux en bois, et donc le retour à une marine marchande un peu plus raisonnée et raisonnable. Oui. J'allais vous redonner la parole. Excusez-moi, juste pour conclure, la ministre, dans son message, on en a assez peu parlé, mais il y a aussi, dans le cadre de l'organisation entre l'État et la filière, il y a le pacte Vélic. On en a parlé assez peu, alors que c'est quelque chose d'assez unique. C'est une partie de la filière particulière qui a signé un pacte avec 2 ministres, celui de l'industrie et celui chargé de la mer à ce moment-là, et avec certaines exigences. Et on se voit périodiquement pour voir où on en est avec la filière, avec Madame de Trimont en particulier. Et je pense que c'est quand même assez rare, ce genre de pacte, pour en parler. Dans ce pacte, on parle de commandes publiques. Bon, il y a eu, depuis le début de l'année, en construction en France, un patrouilleur des affaires maritimes avec une voile. Je pense que c'est le premier au monde. Et donc tout le financement via France 2030, qui passe par la BPI, par l'ADEME, dont vous parlez, et en plus Vent-Frais, dont on n'a pas parlé, le programme de recherche. Voilà. Je vous en prie. Eh bien, j'allais vous redonner la parole quand même. Pour conclure par rapport au niveau international, on n'est peut-être pas rentré suffisamment, de mon point de vue, sur les enjeux qui sont invoqués par les grands pays maritimes, et ce qui, aujourd'hui, quels sont les pays et pour quelles raisons sont très allants sur cette décarbonation, et ceux qui ne le sont pas, parce que cela traduit aussi des équilibres géostratégiques en matière d'énergie et de choix énergétiques. Et puis également l'articulation, et après je redonnerai la parole au niveau européen puis au niveau national, l'articulation d'une taxe sur le carbone à partir de quand, et l'articulation ensuite avec les dispositifs européens actuels, les dispositifs nationaux actuels, cette superposition, et est-ce que cette superposition méritera-t-elle d'être nettoyée, si l'on peut dire, ou alimenter d'autres types de produits, et notamment, on le voit dans la proposition de loi auquel il avait été fait référence tout à l'heure, où il y a plusieurs dispositifs qui sont envisagés, sur lesquels, évidemment, pour certains, j'adhère, mais pour d'autres, non, notamment sur la question de l'exonération des charges sociales qui est proposée en article 2, mais il y a également le suramortissement vert pour les investissements en propulsion vélique, l'intégration
des navires véliques dans les CE. Voilà. Donc on part de l'OMI, de ce que vous êtes en train de travailler, et puis cette articulation, superposition qui serait susceptible d'intervenir. Alors sur l'état des forces à l'OMI, il y a les pays du Golfe, producteurs de pétrole, qui, lors du dernier MEPC, étaient contre et ont voté contre l'accord. Les pays du Pacifique, alors je fais des gros paquets, hein, c'est pas bien. Les pays du Pacifique qui ont déjà les pieds dans l'eau et qui trouvent que l'accord, eux, n'est pas assez ambitieux, et donc qui, eux, s'abstiennent, enfin, se sont abstenus au MPC 83. C'est un peu comme à l'Assemblée, il y a des votes contre qui ne signifient pas la même chose, souvent. Voilà. Et donc, autant la dernière fois, les États-Unis avaient joué le jeu de la chaise vide, autant là, ils s'expriment contre l'accord. Donc, il y aura peut-être quelques pays en moins, ce que je n'espère pas et je ne pense pas. Mais voilà, je croise les doigts pour que l'accord passe dans 3 semaines. Voilà. J'espère que tout se passera bien. Il y a beaucoup de textes, hein, on parle de stratégie nationale sur la décarbonation, mais il y a tellement de textes internationaux qui le cadrent. Déjà, si on remplit tout ce qu'on doit faire au niveau international, quelque part, ça sera déjà pas mal. Parce que là, on parle de l'accord lié à la Marpol annexe 6, mais dans le texte de la Marpol annexe 6, il y a d'autres documents qui imposent aux navires le fait de réduire leurs émissions. Mais il y a aussi au niveau européen, ça a été dit par Madame Pointé. Je ne vais pas revenir sur les règlements AFIR, la directive ETS. Je voudrais juste parler de Fuel EU maritime, qui est un texte qui fait descendre, qui impose que les carburants aient moins d'émissions à la sortie. Et par rapport à une année de référence, le pourcentage de ces gaz, de cette intensité CO2 doit diminuer. Aujourd'hui, en 2025, on doit être à moins 2% par rapport à ce texte de référence. Donc, on peut encore utiliser du fioul. En 2030, on devra être à moins 6%. Vous ne pouvez pas utiliser du fioul. Vous devez utiliser quelque chose en plus ou en moins, ou avoir une voile. C'est comme ça. C'est technologiquement, aujourd'hui, à moins 6% par rapport à l'année de référence, je crois que c'était 2008, je me trompe peut-être, vous devrez changer quelque chose. En 2035, on sera à moins 14%. Donc évidemment, il y aura eu quelque chose qui sera passé d'ici là. Et je pense que quelque part, là, en effet, il peut se passer quelque chose pour la propulsion vélique ou pour d'autres technologies. Juste un point sur la propulsion vélique. On a parlé de sécurité ce matin. Je veux dire, entre la sécurité d'une installation vélique et la sécurité d'un navire à l'ammoniac, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Voilà, l'ammoniac, c'est mortel. L'ammoniac, c'est mortel. Voilà. Je veux dire, c'est très très dangereux. L'hydrogène, c'est explosif. Donc oui, il y aura une nouvelle technologie, il y aura des problèmes de sécurité, mais si on doit comparer les dangers liés aux nouvelles technologies, voilà, il faut comparer ce qui est comparable également. Et ensuite, quand on descend au niveau national... Juste restons au niveau international. Les modalités de contrôle de ces engagements, de quelle façon se feront-ils ? Parce que s'ils ne se font pas, la propulsion vélique sera toujours pénalisée au bout du compte. Alors je vous rassure, les navires en escale dans nos ports sont très strictement contrôlés par des agents de l'État. Ça s'appelle le contrôle par l'État du port. Il y a un système de ciblage et les navires qui touchent rarement l'Europe sont contrôlés en priorité. Et toutes les mesures liées à la protection de l'environnement sont particulièrement contrôlées, sachant que la France a un système juridique avec son code de l'environnement qui est très dur pour les contrevenants. Un navire qui dépasse le taux de soufre ou de taux de pollution dans l'air de son navire, il peut aller jusqu'à 500 000 € d'amende personnelle, et les armements encore plus. Donc en France, tout du moins pour ces choses-là, c'est prohibitif. Et c'est très contrôlé. Quel que soit son pavillon. Alors là, je parle pour les pavillons. Oui, quel que soit son pavillon français, c'est pareil, exactement. Le commandant. L'articulation de ces engagements par rapport à la décarbonation qui font que la propulsion vélique, évidemment, sort du lot
de quelle façon ça s'articule avec l'existant européen? Alors tout à l'heure, je disais que c'était important de consacrer le VELIC comme une mesure d'efficacité énergétique. Il n'existe pas aujourd'hui de réglementation qui impose aux navires d'être plus efficaces, on va dire, pas de réglementation digne de ce nom qui fait vraiment une différence au niveau des émissions ou qui est contraignante. Par contraignant, on veut dire tout simplement avoir un système de pénalité. Si aujourd'hui on a des nouveaux carburants qui se lancent, c'est parce que ça coûtera plus cher aux armateurs de payer la pénalité que de passer au nouveau carburant. Il faudrait un peu la même chose sous l'angle de l'efficacité. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que l'échelon européen est un bon moyen pour le faire. Lise, tu as parlé de quelques stratégies qui allaient être adoptées au niveau européen, donc je peux les reciter, il vaut mieux le dire 2 fois qu'une. Il y a un plan de financement des transports durables qui devrait sortir prochainement, une stratégie maritime industrielle aussi d'ici la fin de l'année. On a le marché carbone européen qui va être révisé du fait de l'adoption d'un cadre international. Il y a des recettes qui sont issues de ce marché qui peuvent être en partie réinvesties dans la décarbonation du maritime et vers les bonnes technologies. Il faut savoir qu'en Europe, ce marché européen, ce marché carbone, c'est environ 10 milliards d'euros de recettes. C'est à peu près autant que ce qui serait généré au niveau international par la nouvelle système de tarification internationale. Donc c'est important en fait de garder cette manne d'argent au niveau européen. Donc garder un ETS, un marché carbone européen fort, c'est aussi quelque chose qu'on peut recommander. Autre chose aussi à dire, il y a beaucoup de choses qui se font sur la mobilité militaire, les investissements dans la défense. Il y a peut-être des parallèles à faire aussi avec le domaine maritime et le VELIC. C'est moins mes compétences, mais il y a quand même peut-être des équipements qui peuvent être qualifiés de biens à double usage. Je ne sais pas, c'est un peu une question que je pose à l'Assemblée, mais c'est peut-être aussi quelque chose à envisager. Autant de stratégies qui vont être adoptées dans lesquelles ça serait vraiment une bonne chose qui est le mot VELIC. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose au niveau européen. Je ne vois pas vraiment d'événements à Bruxelles sur le VELIC. Donc il y a un enjeu pour la France à européaniser le sujet du VELIC. Et donc c'est peut-être un travail que tous les franco-français doivent porter, se faire l'ambassadeur de ces sujets. Donc moi, je le fais au sein de mon ONG, qui est quand même très basée sur les carburants. J'incite tout à chacun, à son niveau, à le faire également. Et je reviendrai après sur les recommandations au niveau français. Bien sûr. Après, ok. Ou dans la foulée. Une manière aussi de se faire le porte-voix de ces sujets, c'est de faire de la France le laboratoire des réglementations sur le VELIC. Donc, donner une définition juridique au VELIC, ça commence par là. Voilà, de faire des mécanismes fiscaux, économiques. Peut-être qu'on va se tromper, mais en tout cas, c'est intéressant d'explorer. On l'a vu sur d'autres domaines de transport. Ce qui s'est fait en France a pu être répliqué dans d'autres États membres et parfois même donner lieu à des initiatives au niveau européen. Je pense par exemple aux objectifs de verdissement des flottes automobiles, des flottes professionnelles. Il y a des obligations en France, il y en a aussi dans quelques autres États européens. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus et normalement, l'Union européenne va venir avec sa propre réglementation sur le sujet. Donc tout ce qui se fait ici, ça pourra faire des petits aussi ailleurs par la suite. Quelque chose d'autre qui est intéressant quand on parle de fiscalité, parce qu'on a beaucoup parlé des avantages qu'on pourrait donner aux armateurs, mais on pourrait penser aussi à comment changer les avantages fiscaux déjà existants en essayant de les verdir. Je pense par exemple à la taxe au tonnage. Plutôt que vouloir simplement supprimer le dispositif, on pourrait penser à essayer de le rendre un petit peu plus vert, de le conditionner à des objectifs environnementaux. C'est un sujet que vous aviez porté dans le PLF de l'année dernière, donc aussi à méditer pour le PLF de cette année. Voilà. Ah oui, autre chose encore que je voulais dire qui se fait sur le routier qui peut être intéressant pour le VELIC. Là, au niveau européen, il y a des questions de préférence européenne qui sont en train de se discuter dans le routier. Donc c'est comment imposer un contenu local dans les batteries, donc aussi quelque chose qui pourrait être réfléchi dans le maritime. Voilà, quand on parle de réindustrialisation de l'Europe, comment produire les batteries et les véhicules électriques ici, certainement des choses qui sont dans ce domaine qui pourraient être répliquées aussi dans le maritime et pour le VELIC en particulier. Non, c'est toujours les mêmes choses. Les femmes se disent que les hommes
Ouais, on laisse toujours la parole et en fait, on n'a plus le temps de parler parce que tout le monde s'endort, on sent bien, c'est terrible. C'est la fin de la journée, il fait chaud, accrochez-vous. Je voulais revenir un petit peu sur la filière en elle-même, de quoi on parle. Parce qu'en fait, vous avez vu des interlocuteurs, voilà, les uns les autres, chacun a parlé. Un petit peu d'historique. En 2023, on a réalisé une étude de faisabilité, ce qu'on appelait du changement d'échelle du secteur vélique français, avec l'appui du gouvernement, avec un peu plus d'une trentaine d'acteurs véliques vraiment impliqués activement dans la réalisation de cette étude, pour essayer de poser les bases, de voir clair et d'essayer d'avoir une vision un peu, alors, peut-être pas planifiée, mais en tout cas une idée de là où on en est et là où on veut aller. Aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises qui travaillent dans le vélique, qu'on a vraiment recensées. Ça, c'est à l'échelle nationale, mais on s'aperçoit que quand on fait une cartographie plus détaillée, la région Bretagne l'a faite, elle a déjà recensé plus de 175 entreprises. Donc nous, on a une vision qui n'est qu'un peu partielle. Ces entreprises, aujourd'hui, elles représentent quand même 13 navires qui sont déjà en activité, navires véliques, que je vais vous citer, comme ça vous les aurez tous. Canopée, Grain de Sel 1, Grain de Sel 2, Anemos, Artemis, Persévérance, Ville de Bordeaux, Atlantic Outard, Marfret-Niolon, Alcyon, Isabelle, Forbin, Neoliner. Et en fait, je vais en oublier. Donc, on a quand même plus de 13 navires qui sont équipés de tailles différentes, mais on a des grands navires de charge qui sont équipés, des plus petits qui font du short sea. Et on a 16 navires qui sont aujourd'hui en commande. Des navires qui sont en propulsion principale, vélique, des navires qui sont en propulsion auxiliaire. On a vraiment ces deux volets-là. Donc, aujourd'hui, dans les grands navires de charge, on en a 82 dans le monde qui circulent. On en a 66 sur ces 82 qui sont équipés par des équipementiers européens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est majoritairement en dehors de la France. Effectivement, on en a encore une dizaine qui sont équipés par le Royaume-Uni et ensuite par l'Asie. Mais on a encore cette avance, en effet. Sur ces navires, on a déjà eu effectivement des investissements en R&D. Et l'ADEME, effectivement, a été très présente en appui à ces différents développements de technologies, à ces appels à projets, etc. Nous, on avait compté entre 2020 et 2023, entre 2018 et 2023, on avait eu 110 millions d'euros d'investissement de la part des acteurs et 15% de ça venant de la R&D, et donc notamment ADEME, BPI en appui. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'euros investis dans des actifs véliques. Donc c'est des montants qui sont quand même pas anodins. Ça reste un domaine qui est encore, entre guillemets, petit, émergent. C'est-à-dire que sur les 3 dernières années, on a eu quand même plus de 1100 recrutements dans le domaine. On a plus de 1200 personnes qui déjà travaillaient dans le domaine. Donc c'est un secteur qui est quand même en croissance, avec une croissance assez dynamique et qui est attractif en plus. On va parler des marins tout à l'heure, mais dans toutes les entreprises qui sont aujourd'hui citées dans le vélique, il y a une forte attractivité pour venir travailler dans ce domaine. En revanche, le point que l'on a identifié dans cette étude de faisabilité, on a proposé 4 axes en fait, de travail pour permettre ce changement d'échelle du secteur vélique français. Un premier qui est de continuer à structurer, à travailler ensemble, à collectivement lever des freins techniques, réglementaires, de formation, etc. Un levier de R&D parce qu'il faut continuer à avancer dans ce domaine. Et là, on a un projet de R&D Vanfray 2 qui est en train de travailler sur les performances, comment est-ce qu'on qualifie les performances, comment est-ce qu'on crédibilise vraiment cette évaluation, on normalise, etc. Et puis, on a des axes sur la maturité industrielle et surtout le déploiement rapide de systèmes véliques avec un coût qui est suffisamment compétitif et l'aide à des armateurs ou l'incitation à des armateurs pour avoir un service de transport maritime décarboné. Et ça a été dit, je pense, assez clairement. Aujourd'hui, avoir un navire décarboné, donc plus vertueux, ça coûte plus cher. Et on n'a pas de mécanisme aujourd'hui qui permette vraiment de combler la différence, le différentiel entre un navire qui utilise un fuel lourd, détaxé, et un navire qui utilise ces systèmes véliques. Et c'est là où on arrive face à un enjeu qui est fort. Nous, on a qualifié très clairement les besoins qu'on avait en termes de financement. On a identifié des systèmes qui pouvaient aider. Alors, du côté des équipementiers, c'est clair, ça peut être du soutien, tout simplement, de la subvention pour baisser le coût de production des systèmes véliques. Et on va insister sur un point extrêmement important, c'est qu'on demande une aide, mais sur une temporalité qui est courte, qui sont les 5 prochaines années, puisque c'est dans les 5 prochaines années que les nouveaux cadres européens et internationaux vont se mettre en marche et qu'on va avoir justement des retours de l'ETS, des retours d'une taxe carbone internationale, et qu'on devrait réussir à avoir une offre vélique qui soit beaucoup plus compétitive. Mais pendant ces 5 prochaines années, aujourd'hui, c'est très compliqué pour des armateurs ou pour des équipementiers d'offrir quelque chose qui soit suffisamment incitatif.
Donc il peut y avoir la possibilité d'appuyer tout simplement l'achat d'un système décarboné avec une réduction du coût d'achat qui peut être dégressive, qui peut intégrer du local content, comme on l'a dit, qui peut intégrer, alors sachant que sur ceux qui travaillent aujourd'hui en France, 70% du coût de revient de leurs équipements est en France. C'est quand même un point extrêmement important aussi, je pense. Dans les autres mesures qui ont été identifiées, on a eu un premier travail effectivement sur une proposition de loi Vélic avec des systèmes qui existent, le suramortissement vert, qui existait jusque-là avec un niveau d'incitation qui était relativement intéressant, mais qui a été revu suite à un échange avec la Commission européenne et avec des niveaux qui sont devenus beaucoup moins incitatifs. Donc ça, on a besoin de pouvoir le retravailler. On a le système des échanges de quotas d'émissions sur lequel il y a des revenus qui vont revenir à la France. Il y a eu un accord en CIMER le 26 mai dernier disant que ces montants-là peuvent revenir aux maritimes. Nous, on a proposé déjà d'avoir un certain montant qui puisse revenir aux armateurs pour intégrer justement ce surcoût en CAPEX, en OPEX et réussir à avoir vraiment cette possibilité de déploiement avec une offre qui soit compétitive. Il y a le sujet des C2E. Alors, Philippe, vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les C2E sont extrêmement intéressants parce qu'ils peuvent arriver dans cette phase de déploiement et d'exploitation du navire pour l'armateur, mais ils sont restreints au fait de faire du transport entre deux ports français. Et aujourd'hui, le transport maritime est quand même très majoritairement international. Donc, pouvoir les utiliser en partant d'un port français ou en arrivant dans un port français, sur la part française du transport, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, alors effectivement, il y a des dispositifs comme les exonérations qui avaient été reprises puisqu'elles existent sur certains types de transports maritimes. On a signé à la fin de cette étude Vent-Frais, dans laquelle on a acté des axes structurants pour développer le secteur maritime, ce pacte Vélic avec l'État français. Et dans l'idée d'avoir un soutien de l'État français au moment où ces exonérations restent pour certains secteurs du maritime, on se dit que le Vélic devrait en faire partie s'il reste. Peut-être le tout dernier point, mais vous avez raison, j'explique jusqu'au bout. C'est le... Eh ben non, je l'ai oublié. Ben voilà. Je m'arrête là, je reprendrai la parole tout à l'heure. Voilà, je vais passer la parole. Si, pardon, non, c'est extrêmement important, mais vous allez pouvoir rebondir dessus. C'est qu'il existe en fait une feuille de route décarbonation maritime française. Et que cette feuille de route décarbonation française, j'ai quand même les chiffres, voilà, elle identifie bien le Vélic comme un des leviers qui est important à activer, qui est même essentiel à activer pour décarbonation attendue au niveau français. Et que cette feuille de route, elle précise que d'ici 10 ans, 50% des navires nouvellement construits sont équipés de systèmes Vélic, réduisant de 20% le besoin énergétique de la flotte. Et que 25% de la flotte est équipée de systèmes Vélic en rétrofit, réduisant de 10% les besoins de la flotte. Et que ce faisant, on économise l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. À 10-11 milliards le réacteur nucléaire, ça vaut quand même le coup. Et donc ça, c'est quelque chose dans lequel la France s'engage aussi. On a un pacte Vélic, on a une feuille de route décarbonation. Et donc maintenant, il faut, ces choix, je pense que ce sont des choix politiques qui sont assumés, mais maintenant, il faut les décliner en dispositifs concrets pour permettre de soutenir cet effort que l'on s'est donné ou cette ambition que l'on s'est donnée ensemble. Voilà. Elle vous passe la parole. Mais je ne voulais absolument pas rebondir là-dessus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je reviens juste quelques instants sur Mme Pointet qui disait qu'en effet, qu'au niveau européen, on a des lacunes, mais c'est vrai, on en a, nous, mais on en a, nous aussi collectivement, c'est que l'Europe a des poches financières auxquelles on peut postuler, à ce qu'ils appellent des calls. Et par rapport à nos collègues européens, on est très mauvais. On est parmi ceux qui avons le moins le bénéfice de ces calls, parce qu'on répond moins, parce qu'on ne fait pas bien nos dossiers, parce que peut-être qu'on ne sait pas qu'ils existent. Mais en tous les cas, on est parmi les plus mauvais élèves, collectivement. Hein, je parle aussi bien pour les calls que fait le privé, que fait l'État. Il faut y aller, parce que voilà, ce sont des sous qui sont communs. Et le Vélic, je veux dire, c'est quand même de l'innovation décarbonée. Je veux dire, on peut trouver là-bas des financements. Et je voudrais juste le dire parce que il y a un de ces financements, alors on pense souvent à Innovation Fund, mais il y a Horizon Europe, qui est un programme de recherche. En avril 2025, cette année, il y a eu un call dont le topic était expressément le Vélic. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un financement quand on proposait un dossier sur le Vélic.
on va avoir les résultats assez rapidement de savoir combien il y aura de dossiers, combien il y aura de lauréats. Mais j'espère très profondément, d'ailleurs on en reparlera si on fait des réunions dans le cadre du Pacte Vélic, pour savoir si, voilà, si vu qu'on est parmi les numéros 1, si ça se verra à ce moment-là. Parce que c'est vrai que si on n'est pas ceux qui... Eh bien on verra, je ne peux pas encore vous répondre. On n'a pas encore la visibilité, mais dès qu'on l'aura, on verra si on a déposé des dossiers. Mais c'est vraiment très important si on ne le fait pas, si on n'est pas ça dans notre culture, les sous iront à d'autres pays européens. Voilà. Alors je me permets juste de réagir. Ce genre de call est extrêmement, demande beaucoup de ressources en temps et en moyens. Et on est aujourd'hui quand même majoritairement dans un écosystème de PME ou de start-up. Et c'est très compliqué de dédier une personne à plein temps pendant 6 mois pour préparer ce type de dossier pour ces acteurs-là. Certains l'ont déjà fait, il y a déjà eu des réponses, et ils n'ont pas été retenus, et ça les refroidit très clairement pour reposer un deuxième dossier. C'est peut-être pas idéal, mais c'est vrai que c'est vraiment une réalité qu'il faut avoir en tête. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on aille voir pourquoi nous on n'y arrive pas et que les Grecs, les Danois et les Finlandais y arrivent, quoi. Mais voilà, mais il faut qu'on travaille ensemble pour réussir, parce qu'il n'y a pas de raison. On poursuit par rapport au niveau national, par rapport à la question que je posais initialement sur l'articulation, la superposition, et évidemment les hypothèses, celle-ci qui vient d'être rajoutée, mais qui est extrêmement intéressante, d'amélioration de nos leviers par rapport à la propulsion vélique. Tout à fait. Alors du coup, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, en fait, il y a encore un guichet qui est ouvert au niveau de l'ADEME. C'est un guichet qui s'appelle Corimer Navire Bas Carbone, avec un focus vraiment sur décarbonation. Voilà, c'est vraiment le thème principal et exclusif de cet appel à projet. Et donc forcément, les solutions véliques sont bienvenues. On a fait une première relève en mai avec un certain nombre de projets dont certains ont une dimension vélique. Et donc on est en train de les instruire. On les présentera en demande de financement auprès de nos tutelles. Ce call se termine le 15 octobre, donc il y a encore un peu de temps. On a déjà eu pas mal de pré-contacts de porteurs de projets, parce que en fait, la démarche de l'ADEME, c'est bien, je dirais, d'aider à la maturation de projets. Donc, contrairement à d'autres guichets où vous déposez, vous attendez la réponse et c'est pas très constructif. La démarche, c'est de dire, venez voir l'ADEME dès que vous avez une idée. On en discute, on dit si ça colle ou pas et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans votre projet. Donc, voilà. Donc, on a bien ce phasage en disant, on travaille de façon collective. Il y a forcément un travail préliminaire à faire, mais qui permet déjà de cadrer le projet. Et ensuite, du coup, vous attelez à boucler un projet avec des partenariats ou des compléments de financement. Donc ce guichet va se fermer le 15 octobre. Donc on a eu beaucoup de contacts. La suite va être compliquée à identifier. On a du mal à voir ce qui va se passer en 2026. Aujourd'hui, on n'a aucun signal qui nous dit ouverture ou pas d'un guichet. Donc c'est aujourd'hui difficile d'avoir une vision sur ce guichet-là. Alors du coup, au niveau de l'ADEME, en fait, on a possibilité de financer certains projets. Alors j'évoquais les thèses tout à l'heure. En fait, chaque année, on fait un appel à projet de recherche pour des thèses. Donc à chaque fois, cette dimension vélique, elle y est figure. C'est des sujets sur lesquels on peut aussi faire l'accompagnement. Et un dernier point, en fait, on essaie d'investiguer cette notion de chaîne logistique que j'évoquais avec vous tout à l'heure en disant on veut effectivement rendre très vertueux un maillon et en fait peut-être au détriment de la chaîne globale. Et donc on va lancer un appel à projet de recherche pour arriver à avoir cette vision complète du segment logistique avec en ligne de mire le fait qu'on parle de navires véliques d'une dimension modeste, on parle de 200 mètres. Et donc on comprend bien que ces navires-là escaleront plus facilement dans des ports que des gros porte-containers de 400 mètres. Donc il y a cette capacité à aller au plus près à la fois du client ou de l'usine et donc de baisser l'empreinte du pré- et post-acheminement. Et en fait, du coup, le vélique, il a aussi cette capacité à aller au plus près et du coup avoir un effet positif de par cette dimension-là. Voilà, du coup, sur les deux points que je voulais évoquer. Après, effectivement, on a parlé d'ETS tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, il y a eu cette annonce au CIMER, donc on comprend bien qu'il y a un espoir important côté de la communauté maritime, à la fois armateur et industriel. Nous, on est en ordre de bataille comme un opérateur au service de l'État. Donc les échanges se font plutôt au sein de l'État aujourd'hui,
même si on est contacté pour émettre des avis. Cet ETS donnerait lieu vraisemblablement à plusieurs appels à projets, vraisemblablement opérés par l'ADEME, mais aujourd'hui, on n'a pas d'avis strict dessus. Et ces appels à projets, ils seraient ouverts si une loi de finances identifie bien la ligne budgétaire ad hoc, et donc ouvert en 2026. Voilà, c'est un peu ça le timing aujourd'hui. Avant de passer peut-être aux questions dans la salle, est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez voir évoqués, que si on n'en parlait pas, il vous semblerait qu'on est passé complètement à côté du sujet dans ce colloque. Alors on va commencer par ma gauche. Il y en a beaucoup, c'est très large, mais c'était juste pour dire que le dernier point qu'a donné M. Conneau, c'était pour vous. Hein. C'était parce que la filière aussi est prête pour les ETS, et c'était le débat que vous allez avoir sur le budget qui va finaliser tout ça, quoi. Donc, alors en matière d'ETS, pour tout vous dire, toutes les filières sont prêtes de la mobilité, puisque hier j'ai eu la FNAM, j'ai vais avoir tous les secteurs routiers, le ferroviaire, n'en parlons pas. Enfin bon, bref, il y a eu les assises Ambition France Transport auxquelles j'ai participé, et ETS, tout le monde regardait ça avec les yeux de chimène. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait des arbitrages, et ces arbitrages, on les attend. Mais nous, on a des idées, ceci étant, hein, n'est-ce pas, Eric? Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez voir évoqués particulièrement? Oui, alors du coup, un autre point, en fait, notre idée, c'est de pousser la communauté à aller chercher l'excellence. Et du coup, on a aidé à la mise en place d'un label. Alors du coup, on va dire oui, encore un label, et comment on le distingue par rapport à cette pléthore de labels. Dans le transport maritime, en fait, il n'y en a pas 36. Donc il y avait effectivement Guillaume Legrand qui a évoqué son label Anemos. Là, en l'occurrence, je vais évoquer plutôt un autre label qui s'appelle Green Marine Europe, en fait, qui est une transposition d'un label qui a été mis en place au niveau du Canada, qui pousse les armateurs à aller au-delà de la réglementation, et donc à mettre en lumière les efforts qu'ils font pour améliorer leurs actions sur des critères très variés. Alors, on parle forcément de gaz à effet de serre, on parle aussi d'émissions de gazeuses, on parle de pollution dans l'eau, on parle de démantèlement des constructions. Donc, ce label-là, aujourd'hui, il est sur une dimension européenne, puisqu'il y a des armateurs de renom français qui y sont, notamment CMA-CGM, mais pas que. Il y a aussi des armateurs de ferry, espagnols, anglais, Stena Line aussi, pour le citer. Et donc, du coup, le Vélic a toute sa place dans ce label, parce que cette solution-là, elle permet forcément des gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc elle récompense, et donc elle permet cet affichage, hein, puisque les lauréats sont publics sur le site internet, et donc elle est un moyen de communication avec les chargeurs, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est comment embarquer les chargeurs dans des solutions bas carbone. Peut-être aussi ce besoin de mettre en visibilité le poids carbone du transport, et donc de pouvoir afficher que leur marchandise est transportée avec des opérateurs qui sont labellisés sur un label sur lequel l'ADEME a eu effectivement un droit de regard et a apporté un certain nombre d'avis assez constructifs. C'est aussi une question, je dirais, alors, ce n'est pas du greenwashing, hein, mais aussi c'est récompensé, et effectivement avec une certaine reconnaissance à ce niveau-là. Oui, oui, moi j'ai pour conclure. Oui, enfin voilà. Alors, donc, tout d'abord, j'encourage les acteurs de la filière Vélic à ne pas hésiter à venir nous voir, nous, TNI. On connaît bien les institutions européennes, on discute beaucoup avec les membres du Parlement européen, la Commission, etc. N'hésitez pas à nous alimenter en chiffres. Enfin, c'est ce qu'on fait déjà, on discute souvent, mais voilà, vraiment, je vous invite à le faire. Deuxième chose, on a parlé un peu des carburants avant, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce quand on parle de décarbonation. La question de la neutralité technologique, finalement, elle bloque beaucoup de choses. Donc moi, je propose que le prochain colloque soit sur les carburants, l'énergie dans le maritime, qu'on invite les pétroliers pour les mettre face à leurs contradictions. Pourquoi n'investissent-ils pas dans les carburants de synthèse? C'est une très bonne question, je pense qu'il faudrait poser, et qui peut-être permettrait de faire avancer les choses sur la planification énergétique. Il n'y aura pas de salle suffisamment grande pour accueillir M. Pouyanné, je vous pense.
Je me permets. Voilà. Une petite, un petit complément sur les outils. En fait, on a parlé pas mal d'outils de soutien fiscaux, d'incitation, etc. Il y a aussi des actions que peut porter l'État et qui sont extrêmement transformantes pour les armateurs, par exemple, qui sont d'offrir des garanties de projets, des garanties internes, des garanties export. Et ça, les armateurs vont financer l'État pour avoir droit à ces garanties. Donc pour l'État, ce n'est pas de l'argent qui sort, au contraire, c'est de l'argent qui rentre, avec effectivement un risque mesuré pris. Aujourd'hui, la doctrine d'État sur ce type de garantie, c'est d'aider un projet ou deux projets, mais ce n'est pas du systématique du tout. Et pour faire démarrer un secteur ou une filière, ce n'est pas avec un seul projet ou deux projets, il en faut beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment une aide directe qui ne coûte pas et qui pourrait être mise en place de manière beaucoup plus fluide et auquel, pour l'instant, on n'a effectivement pas de retour positif à ces propositions-là. Voilà. Merci. Et comme éléphant dans la pièce, dont vous n'avez pas parlé, c'est la question de l'exonération du kérosène et du fioul lourd, qui peut-être aussi est un sujet pour lequel il faudra s'interroger si on veut parler de réduire le différentiel entre notamment les carburants durables, mais également bénéficier à la propulsion vélique par augmentation de cette exonération qui pourrait être évoquée à un niveau international. Ça a été évoqué d'ailleurs au niveau de l'OMI ou c'est l'éléphant dans la pièce? C'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde y pensait, mais personne n'en a parlé. Peut-être que je peux rajouter un mot là-dessus, au niveau européen. La question de la taxe sur les produits énergétiques, c'est la directive sur la taxation de l'énergie qui pose ces principes. Et donc c'est vrai que c'est l'un des seuls textes dans le Green Deal, le pacte vert européen, qui n'a pas réussi à être changé, parce qu'il y a justement le point de blocage, c'est la taxation du kérosène et du fioul lourd. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros problème sur lequel malheureusement on n'a pas trop de marge de manœuvre au niveau national, mais évidemment, et j'invite aussi la France qui a quand même porté ces sujets, mais à continuer à le faire pour que ce soit quelque chose qui change, parce que comment passer à un carburant qui est 3 à 4 fois plus cher sans venir par ailleurs taxer ces énergies fossiles, c'est évident. Et ce faisant, aider la filière vélique, comme dans d'autres filières, pour justement un bénéfice moins grand, à continuer à utiliser ce type de produits. Eh bien, nous allons passer aux questions des derniers survivants de cette journée maritime qui sont dans la salle. Si vous avez des questions à poser avant que nous ne passions à la proposition qui est faite sur la proposition de loi articulée avec la précédente déjà déposée et sur les sujets sur lesquels évidemment nous pourrions converger. Si vous avez des questions à poser à nos invités. Oui, Eric. Attends, allez-y, vous aviez levé la main avant. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Antoine Monnier, je suis directeur de l'agence de relations presse MI. Tout au long de cette journée, on a beaucoup parlé des questions économiques, des questions écologiques. Je voulais vous interroger sur des questions plus liées à l'autonomie stratégique que ces questions soulèvent. Pensez-vous que l'énergie vélique appliquée au transport maritime puisse constituer une solution d'avenir à promouvoir pour renforcer justement l'autonomie stratégique ou la souveraineté de la France et par extension de l'Europe en réduisant notre dépendance aux fluctuations internationales? Et si oui, de quelle manière? C'est une belle conclusion quasiment. Monsieur Condon, vous voulez? Oui, alors du coup, c'est une question effectivement qu'on a essayé d'élucider avec notamment cette vision, je dirais, logistique de la chaîne d'approvisionnement en carburant. De ce qu'on croit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les navires qui escalent en France débarquent leur cargaison ou en embarquent, mais s'alimentent assez peu en énergie. Tout simplement parce que l'énergie est moins chère ailleurs, notamment si on regarde les liaisons Shanghai-Rotterdam, bien, les navires vont s'arrêter à Singapour et sauter à Singapour, et ils ne sauteront pas en Europe, ils ne sauteront pas en France. Donc du coup la partie énergétique des navires en fait est plutôt alimentée par d'autres postes d'avitaillement internationaux que ceux en France. Et les seuls navires qui sautent en France, c'est plutôt des navires qui
soit sont en cabotage, soit en liaison, intracommunautaire. Mais en tout cas, cette part est assez faible. Donc même si le Vélic, effectivement, s'y diffusait un peu plus, il n'en resterait pas moins que les armateurs vont aller chercher le carburant là il est le moins cher. Et également sur des routes maritimes qui fait que le navire se détourne assez peu. Aujourd'hui, les deux grands hubs d'avitaillement, ce sont donc Singapour et Rotterdam. Ouais, peut-être juste en complément, le fait d'utiliser du Vélic à bord de navires permet quand même de réduire le besoin énergétique. Or, on sait qu'on va passer effectivement éventuellement à des carburants alternatifs qui ne seront pas disponibles dans tous les hubs ou dans toutes les zones où on peut souter. Et donc permettre d'avoir une énergie Vélic à bord, c'est aussi avoir une indépendance sur le navire et une autonomie qui reste quelque part stratégique. On a estimé, je crois, pour la France à 27,7 TWh le besoin énergétique pour apporter les biens, etc. Et le Vélic pourrait économiser entre 6 TWh d'ici 2030 et jusqu'à 50 à 60 TWh d'ici 2050, ce qui est loin d'être anodin dans cette capacité de stratégie et d'autonomie et d'indépendance énergétique. Et surtout, peut-être un point qui a peu été dit quand même, c'est que l'énergie du vent qu'on utilise à bord des navires, elle ne peut être dédiée qu'aux navires en fait. C'est ce qu'on a en mer sur le navire n'est pas en train d'être en compétition avec un usage terrestre ou avec un besoin terrestre. Donc vraiment, il serait vraiment dommage de ne pas utiliser cette source d'énergie qui est disponible vraiment pour le maritime. Non, j'ai une question, j'ai deux questions en fait. Tout à l'heure a été évoquée une feuille de route, et vous avez eu du mal à trouver le nom d'ailleurs. L'idée. Ouais. Est-ce que ça a un lien avec, j'allais dire, son caractère finalement, en quoi c'est une feuille de route obligatoire? En quoi elle est juste incitative? En quoi c'est pas juste des vœux pieux? Donc c'est un peu la question. Je me demande si c'est pas pour ça que vous avez eu du mal à vous en rappeler. Et tout ça renvoie finalement à autre chose, c'est que est-ce que tout le monde va dans le même sens? Voilà, parce que j'entendais, vous évoquiez la DGEC tout à l'heure, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, j'ai pas très bien compris, mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, de l'exécutif, de l'État, est-ce que tout le monde tire dans le même sens, vers un même objectif? Donc c'est un peu ma question, et ça renvoie à mon avis à la nécessité de planification écologique que pour ma part je pense nécessaire. Donc ça, et peut-être aussi au fait qu'un ministère de la mer serait peut-être pas une chose idiote pour avancer, qui a disparu depuis un bout de temps. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, elle est à Philippe Conneau sur... j'ai bien entendu que vous posiez des questions sur 2026. Et j'ai entendu le rôle de l'ADEME. Moi, j'ai eu votre nom par Aéroforce cet été, puis d'autres l'ont dit, etc., sur votre rôle. Or, on sait aussi que l'ADEME... non seulement est menacée par la loi de simplification, enfin, elle est aussi menacée budgétairement par des baisses de budget. Donc ma question est très claire. Est-ce que par rapport à ces menaces, est-ce que votre rôle à vous, ce que vous faites pour aujourd'hui la propulsion vélique, est-ce que ça pourrait être mis en danger vu ces baisses? Voilà. Oui, merci. Alors, pour la feuille de route de décarbonation de la filière maritime, à l'origine, il y a les gilets jaunes. Après les gilets jaunes, il y a la mise en place pas le Conseil citoyen, la Convention citoyenne sur le climat, exactement. Et excusez-moi. Et à l'issue, il y a eu une loi, la loi climat et résilience, en 2021. Et cette loi impose à tous les émetteurs de gaz à effet de serre, tous les émetteurs de carbone en France, de faire une feuille de route. Et donc le maritime, comme secteur industriel qui émet des gaz à effet de serre, a fait cette feuille de route. Il y a une première version qui a été faite. Ça a été un travail qui a été commun entre l'État et la filière. Et une première feuille de route a été faite en 2023. Et elle a été mise à jour et présentée aux Assises de la mer l'année dernière, en 2024. Et cette feuille de route propose 33 actions pour réduire nos émissions.
Et il y a un travail actuellement qui est fait entre l'État et la filière pour justement suivre ces 33 actions. Et en fin d'année, il y aura une deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de décarbonation pour voir où on en est. Voilà. Donc, ce n'est pas facultatif. Il y a une loi derrière qui donne le cap. Cette feuille de route prenant en compte tous les règlements internationaux et européens dont on a parlé tout à l'heure, en additionnant ceux qui sont français. Il y a peut-être un enjeu pour que cette feuille de route, elle sorte juste des sphères de l'administration et qu'elle soit aussi peut-être discutée par les parlementaires. Ce qu'on constate, moi qui travaille sur le maritime, et j'ai beaucoup de rendez-vous avec mon collègue sur l'aviation, c'est un peu un moyen en fait d'obtenir des rendez-vous parce que quand on veut parler carburant des maritimes, c'est difficile parfois parce que ça paraît un enjeu beaucoup trop éloigné. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que l'administration qui s'occupe la DGEC en fait, énergie-climat, s'intéresse davantage au sujet maritime. Je pense que c'est quelque chose de très important et c'est un peu pareil chez les parlementaires, que ça ne soit pas que les parlementaires qui ont un ancrage territorial maritime par exemple qui parlent de Vélic et que de l'autre côté on parle transport ou énergie mais qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Donc vraiment j'espère que ce colloque sera que le premier d'une longue série parce que je pense que c'est important pour faire le lien entre les secteurs. Oui, c'est juste pour dire, sur les 33 actions de la feuille de route de la décarbonation du maritime, il y a des pilotes qui ont été désignés. La DGEC est pilote de plusieurs de ces actions. Oui, alors DGEC, c'est compliqué parce que, donc, s'agissant des certificats d'économie d'énergie, en fait, on est dans un cadre européen, donc il y a une directive européenne qui encadre le dispositif. Le point d'achoppement pour étendre ce dispositif aux navires qui feraient une navigation internationale est d'abord le fait qu'ils utilisent des soutes qualifiées d'internationales, donc qui ne sont pas comptabilisés dans les émissions carbone du pays. Et par ailleurs, le navire n'est pas sur le territoire national, même si on explique à la DGEC qu'il porte un pavillon tricolore. En fait, il y a cette approche juridique qui est assez restrictive. Voilà, donc c'est les deux arguments aujourd'hui qui nous ont été invoqués pour dire non, le transport maritime international ne peut pas cocher la case des C2E, sauf s'il est entre deux ports français. Alors forcément, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça en fait partie, et également les TOM, mais tous les navires ne vont pas faire que ce genre de navigation. S'agissant après des contraintes budgétaires sur l'ADEME, en fait, elles sont assez sévères, pour être très franc. Dans mon sujet, les transports, en fait, on oblige l'ADEME à faire une division par deux des budgets engagés par rapport aux années précédentes, et donc forcément les arbitrages à faire, des études qui ne seront pas réalisées ou qui seront reportées. Donc effectivement, cette difficulté de satisfaire les demandes, si on prend l'exemple de l'appel à projet Corémer navire bas carbone, aujourd'hui je vous expliquais qu'on a fait une première relève assez intéressante, la deuxième relève qui aura lieu bientôt fait qu'on va saturer le guichet. Donc apparemment on ne sera pas en mesure de financer tous les dossiers déposés. Donc on fera un choix, donc forcément on prendra les meilleurs, mais il y aura des laissés pour compte, sans visibilité sur la suite. Hein. Donc ce qui est dommage pour l'industriel, c'est effectivement il dépose un dossier, ok, il ne coche pas tout, mais en fait son projet, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il le met au frigidaire ou est-ce qu'il repart d'une page blanche? Du coup, voilà, effectivement, moi je n'ai pas toutes les cartes en main, mais voilà, aujourd'hui le contexte est assez compliqué. Oui, Sofiane de DS, j'ai une petite remarque sur les dispositifs de financement qui souvent en fait viennent amortir les matériels. Donc typiquement, si je suis un armateur, je veux installer des voiles, pendant la durée du projet, je vais pouvoir amortir une partie de mon investissement, mais uniquement sur la partie du projet. Et on sait qu'un bateau, il va opérer pendant 20-25 ans. Et si je peux amortir que pendant 3 ou 4 ans, ben, ces coûts-là sont aujourd'hui trop faibles pour participer au décollement de la filière. Donc en fait, il faut aussi innover aujourd'hui sur cette partie financement court terme, comme l'a dit Lise, parce qu'on est dans une période aussi aujourd'hui où il y a nous, en tant que start-up, en tant que PME, en tant que beaucoup d'autres acteurs de la filière qui croyons dur comme fer que le vent peut participer à la décarbonation, on a beaucoup investi massivement. On a aussi trouvé des capitaux privés pour nous suivre dedans.
Aujourd'hui, on arrive à un moment qui est un moment charnière en fait de la filière vélique. Et si on veut que la filière vélique se sourd en France et pas à l'international, parce que à l'international ça structure aussi. Hein. D'ailleurs, nous, on bosse beaucoup avec d'autres partenaires étrangers. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des dispositifs de financement qui sont très incitatifs pour les armateurs, parce qu'ils ont aujourd'hui c'est trop difficile pour eux de s'engager. Je voudrais apporter aussi un autre élément de la problématique du sujet, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'un armateur investit dans une solution ou sur une autre qui répond à un besoin d'abord d'un chargeur, tout en respectant la contrainte réglementaire et peut-être en faisant un peu mieux. C'est à mon avis le fait que le chargeur et l'armateur établissent un contrat à long terme. Ces besoins de visibilité, pour moi, il me semble important, de façon à ce que l'armateur puisse dire oui, je vais investir. La rentabilité, elle n'est peut-être pas très bonne, mais comme j'ai un engagement avec un chargeur sur une durée assez longue, à la fin, je m'y retrouve. Et du coup, je pense que ce qui nuit au domaine, c'est ces affrètements spot ou très court terme, où effectivement l'efficience énergétique n'est pas assez valorisée par le chargeur. Et du coup, les armateurs investissent, je dirais, que sous contrainte, mais pas pour, je dirais, satisfaire des engagements de chargeurs. Et c'est dommage qu'effectivement, aujourd'hui dans la salle, on est assez peu avec des chargeurs parce que, en fait, le tempo vient de leur part. Et du coup, cette notion de visibilité, pour moi, elle est essentielle, notamment dans le cadre du vélique. Alors, justement, c'était une des questions que j'allais poser parce que je me la pose également pour le fret fluvial ou le fret, évidemment, ferroviaire. C'est la prise en compte de toute la chaîne, c'est-à-dire que là, on a parlé des constructeurs, de ceux qui innovent sur la propulsion vélique. On a parlé évidemment également des armateurs, mais on n'a pas parlé des chargeurs. Et est-ce qu'au bout du compte, il ne pourrait pas y avoir aussi une perspective ou de réglementation ou fiscale qui fasse que les chargeurs participent évidemment à la décarbonation de toute la chaîne, qui me paraîtrait être une responsabilité, qui est de leur part aussi une responsabilité qui n'est pas suffisamment prise en compte de mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez Je peux apporter un premier élément de réponse. C'est aujourd'hui, en fait, ce qui fait bouger un peu les lignes, c'est ces obligations RSE. Voilà, les grands groupes doivent effectivement publier annuellement effectivement les engagements qu'ils comptent mettre en œuvre pour répondre à ces attentes sociétales en matière de responsabilité environnementale et aussi. Et du coup, en fait, on les attend au tournant. Hein, à partir du moment où vous avez un grand opérateur qui annonce dans son rapport qu'il va faire telle et telle action, je dirais, il s'engage de cette façon et donc il est redevable. Je pense qu'il faut peut-être mettre un peu plus l'accent sur ce reporting et peut-être, je dirais, s'assurer que les actions qui sont annoncées sont bien réalisées et apportent bien leurs fruits. Si je peux compléter, donc le pacte vélique dont on a parlé, on l'a signé entre l'État français, les acteurs de l'écosystème vélique, donc ceux dont on a parlé, mais aussi l'écosystème des armateurs avec l'association des utilisateurs de transport de fret et TLF, donc l'association des commissionnaires. Donc ça veut dire qu'ils sont tout à fait au courant de ce qui se développe aujourd'hui dans le vélique et ils ont signé un engagement d'essayer de développer le chargement qui est mis à bord des navires. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a aussi une limitation de la capacité de fret, tout simplement, puisqu'on n'a pas beaucoup de navires équipés, et que tant qu'on n'a pas une capacité à répondre aux besoins de chargement, c'est difficile aussi pour des chargeurs de pouvoir s'engager. Ça les oblige à fragmenter aussi leur chargement, etc. Donc ils peuvent prendre ces engagements-là, mais c'est pas simple non plus. Et c'est là aussi où effectivement il peut y avoir des incitations qui peuvent être intéressantes. J'y pense par exemple avec toute analogie égale par ailleurs, mais le versement mobilité que paient les entreprises, c'est pas nécessairement parce qu'il y a l'infrastructure, mais c'est pour qu'elle y soit. Ça va financer le futur des infrastructures. Et donc là, en l'occurrence, ça peut financer aussi le futur du développement d'une filière dont ils vont bénéficier au regard de leurs propres engagements en matière de décarbonation. Donc c'est quelque chose qu'il faut, de mon point de vue, mieux intégrer aujourd'hui dans l'appareil législatif que ça ne l'est actuellement. En tout cas, encore une fois, et sur ces dernières années,
le financement de la R&D est extrêmement bon en France. Je pense que le fait qu'on ait toutes ces entreprises aujourd'hui qui sont arrivées à ce niveau de maturité le représente bien. Donc le travail a été fait en la matière. Ce sont vraiment les dispositifs qui peuvent aider aujourd'hui à déployer, à installer, à inciter chargeurs, armateurs, pour vraiment passer le pas sur le vélic. Oui, effectivement, mettre une obligation de réduction de CO2 sur les chargeurs, ça peut être un premier pas. Autre chose aussi qui est assez intéressant, je parlais tout à l'heure de réglementation obligatoire sur l'efficacité énergétique. Il existe un indicateur d'intensité carbone au niveau international qui s'appelle le C2I, qui s'applique aux navires, mais qui est pas vraiment contraignant. Donc en fait, qui vient noter, c'est comme un peu un éco-score qui vient noter les navires de A à E, je crois que c'est ça. Le navire le plus efficace obtient la note de A et le moins efficace la note de D. Si cette notation elle était rendue publique, eh bien les chargeurs, ils auraient un moyen de savoir si l'armateur vers lequel ils se tournent est plutôt vers le A ou plutôt vers le E. Donc rendre aussi transparent ces systèmes de notation, ça pourrait être un premier pas pour aussi faire peser, en tout cas, la responsabilité ou le choix sur les chargeurs qui ont ces obligations de reporting. Je l'ai en tête par rapport au fret ferroviaire, mais en effet, ça peut être aussi applicable dans ce cadre-là. Et ça sort pas nécessairement dans le même contexte, mais ça peut être une idée aussi apportée. Aujourd'hui, ces données sont publiques sur l'Europe avec le suivi MRV, Monitoring, Reporting, Vérification. Je doute que quiconque soit allé regarder ces grands tableaux Excel, à part les gens qui sont vraiment dedans et qui ont besoin de savoir combien sont les émissions de CO2. Voilà. Non, je veux dire, à part quelques personnes, personne n'utilise cette donnée. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on l'a traité tous les deux et un certain nombre d'entre nous. Mais ce sont des données qui sont disponibles mais qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Bien, mais écoutez, une dernière question. Justement là-dessus, pendant la mise en essai de services de Neoline, j'ai eu la chance d'aller sur le bateau en Turquie pour mettre tout en service. Et on en a profité aussi pour aller voir des armateurs, et notamment des armateurs turcs, qui eux en ce moment provisionnent de l'argent pour payer la taxe en attendant de savoir ce qu'ils vont faire. Donc aujourd'hui, nous, on a la possibilité de leur montrer que ce qu'on fait marche, et après, eux, ils l'adopteront. Aujourd'hui, on a, au global, si on sort de la France, qui reste quand même le gros des armateurs, il faut leur démontrer que le vélic est solide, et c'est comme ça que ça s'implantera. Aujourd'hui, ils provisionnent. C'est le comportement qu'ils ont. Dernière réponse. Alors, pourquoi je vous dis ça? Mais en tout état de cas, je vais vous laisser parce que moi, je vais être propulsée ferroviairement parlant. Et donc, mais après, Eric et Mathias sont là, ils prendront la... Allez-y, bien sûr. Tout à fait. Et pour ça, pour répondre à ce que vous venez de dire, il faut donner beaucoup de visibilité. On en donne de la visibilité au vélic, mais il faut en donner encore plus, donner des résultats. Et on ambitionne de présenter lors d'un side event au prochain comité de l'OMI, au comité de la protection de l'environnement, de faire une présentation des résultats du vélic sur un exemple d'un navire qui a navigué plus d'1 an et donner des chiffres au niveau international. Donc pour dire ça marche et voilà combien vous allez économiser. Pour l'instant, on réfléchit, on communique avec les armateurs pour être sûr de les avoir. Voilà. Il y a 13 navires. Mais le temps a été pris. J'ai réservé l'emplacement à l'OMI. Donc il y aura une présentation. Il y aura une présentation. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence fidèle jusqu'à la fin de ce colloque. Et puis, merci à nos intervenants. C'était vraiment, j'ai beaucoup appris, vraiment. Et du coup, là, maintenant, je m'empressais d'aller voir Airbus, Safran et d'autres opérateurs. Et on a bien compris qu'il fallait inviter les énergéticiens. On est tous très convaincus. Voilà, merci beaucoup.